Haïm Corsia était à Clermont-Ferrand ce mardi 12 décembre pour clore le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal. Mais l'actualité nationale et internationale appelait de nombreuses questions au grand rabbin de France qu'il est, entre les ravages de la guerre du Hamas contre Israël, le risque d'importation du conflit en France et l'explosion des actes antisémites. Bonjour Haïm Corsia. Bonjour. Vous avez déclenché une brève polémique célébrant la fête juive Hanouka à l'Élysée avec le président Macron. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France a parlé d'une erreur. Que lui répondez-vous? Est-ce que l'Élysée est une école? Non. Est-ce qu'en rentrant dans la cour de l'Élysée, il y a un sapin? Oui. Est-ce que le 6 janvier, le président reçoit la galette des rois, c'est-à-dire l'épiphanie? Oui. Qu'on voit bien que sur le principe, si vous voulez, j'ai pas violé la République. Et je trouve qu'en France, on a le don pour ces petites polémiques qui amusent que ceux qui n'ont rien d'autre à penser et à faire. Maintenant, il y aura toujours des gens qui penseront, vous savez, il suffit que demain matin, je le dise ou quelqu'un dise le ciel est bleu pour qu'on me dise que j'ai une vision genrée du ciel ou que c'est pas bien et que j'ai pas à limiter dans l'arc-en-ciel chromatique, les couleurs du ciel. Bref, il y a toujours de quoi faire des polémiques. Je trouve que dans ce moment où tant de juifs se sentent obligés d'enlever la kippa, d'enlever la mezouza, d'enlever leur collier, d'enlever tout ce qui pourrait les distinguer, parce que récemment, je suis allé chez des amis et j'ai pas trouvé leur nom sur la sonnette, sur le machin qui défile, le digicode qui défile les noms. Et en fait, ils m'ont expliqué que sans leur demander, le bailleur a enlevé leur nom pour mettre que leur prénom, parce que les noms étaient quand même trop connotés. Et bien, tous ces gens-là, en voyant que oui, à l'Élysée, dans le cadre respectueux de la laïcité, on pouvait allumer une bougie de Hanouka, c'est-à-dire je pouvais allumer une bougie de Hanouka, ils se sont dit, ma religion, ce que je suis, est donc respecté et à sa place à la table de la République. Alors, la marche contre l'antisémitisme a réuni plus de 182 000 personnes en France, le 12 novembre. Je pense qu'il y en a eu plus. Ne me demandez pas pourquoi les chiffres ont été minorés, mais quand, au milieu de l'après-midi, j'ai les chiffres de la préfecture de police qui sont largement supérieurs, je ne sais pas pourquoi après on sort des chiffres inférieurs. Et puis le sentiment qu'on avait était quand même que ce n'était pas possible. Mais je ne veux pas polémiquer. Hein. Je dis simplement que même si vous comptez mal, des invalides au Palais du Luxembourg, parce que quand moi je suis arrivé, j'étais la première ligne, je suis arrivé au Palais du Luxembourg, les gens n'avaient pas encore quitté les invalides. Donc il faut imaginer ce qu'il y a comme monde, plus tous les gens qui avaient autour, sur les rues où c'était bloqué, ils ne pouvaient pas rentrer dans la manifestation. Donc je crois qu'il y avait quand même beaucoup plus, et au-delà des gens qui étaient ou pas, il y avait une volonté d'unifier la société. Alors justement, est-ce que vous regrettez que le président de la République n'y ait pas participé? Dans sa conception, et moi je la respecte, manifester une fois, ça veut dire manifester chaque fois. Si vous manifestez pour un combat, quel qu'il soit, aussi légitime soit-il, comment vous faites pour expliquer aux gens la semaine suivante que vous ne pouvez pas manifester pour leur combat qui est leur vie? Donc je conçois que ce soit compliqué, et de manière générale, il n'y a jamais eu de président en fait qui a manifesté. Jamais. Il y a eu le président Mitterrand qui s'est arrêté en voiture, qui a salué les manifestants et qui est reparti. Et le président Hollande, mais qui lui avait invité tous les chefs d'État. Il ne pouvait quand même pas les inviter et ne pas y aller. Donc c'est pas la même chose. Écoutez, ça aurait pu être autrement, c'était comme ça. Je pense que quand vous lancez, ce qu'a fait le président, il a lancé un appel à répondre positivement, à venir manifester suite à la demande de la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Je trouve qu'il n'y a pas besoin non plus de faire une polémique là-dessus. Alors ces manifestations ont montré qu'on pouvait en France soutenir les Juifs dans le calme et dans une certaine concorde. C'est un élément précieux, mais est-il suffisant pour faire de la lutte contre l'antisémitisme la grande cause nationale que vous appelez de vos vœux? Oui, je l'appelle de mes vœux parce que je sais la force de l'État quand il met tous ses moyens sur un combat. J'ai pu le voir. Lorsque le président de la République, Jacques Chirac, décide de faire de la lutte contre
Violence routière. Les morts sur la route. Une grande cause nationale, on était à peu près à un étiage de 12 000 morts par an. C'est énorme. Après avoir enlevé des points, enlevé des permis, on a perdu notre permis, mais il y avait une vraie volonté de toutes les composantes de l'État de sanctionner des comportements inadmissibles. Lutte contre l'alcoolémie au volant, lutte contre la drogue au volant, lutte contre les gros excès de vitesse, amélioration du réseau routier, bref, tous les moyens de l'État. On arrive à ce qui est beaucoup trop encore. 3000 morts. Mais ça veut dire 4 fois moins. Donc je pense que si on faisait la même mobilisation pour la lutte contre l'antisémitisme, on réglerait au moins des situations. On permettrait d'adapter la réponse de l'État à la réalité de la situation. Alors quand Jean-Luc Mélenchon attaque ad hominem Yael Braun-Pivet... Moi je refuse, pardon. Pas que je vous empêche de poser des questions, vous êtes journaliste, vous posez les questions que vous voulez. Mais moi, je ne fais pas de ses élucubrations, de sa violence verbale, dont j'ai aimé la façon que le président du Sénat avait de la cantonner à ce qu'il est, c'est-à-dire un beuglement. Donc moi, je ne fais pas l'alpha et l'oméga de ma pensée, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Donc ça me laisse froid, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on peut le qualifier d'acte antisémite ? Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Je vais vous dire, j'ai vu la présidente de l'Assemblée nationale après, quand il a parlé de camp. C'est un homme qui maîtrise les mots. Il a une finesse, une culture qui devrait justement le protéger de ça. Non seulement ça ne le protège pas, ça l'enfonce. Et je sais très bien que ce n'est pas un mot au hasard, c'est un mot qui renvoie à tout un arrière-plan porté par l'extrême droite, les camps, le campement, cette sorte de nomadisation. Les Juifs ne sont pas d'ici. Écoutez, il fait très bien ce qu'il fait. En tout cas, j'ai vu comment la présidente de l'Assemblée nationale l'a pris. Et c'était injuste à son égard. Et c'était méprisant. En tout cas, c'était évidemment pas républicain. Alors, je voudrais aborder maintenant l'actualité internationale, la tragédie en fait de ce conflit. Est-ce que être juif en France, c'est automatiquement soutenir Israël ? C'est pas être juif en France. C'est être français, être européen, être humaniste. C'est soutenir un pays qui est attaqué comme aucun autre pays n'a été attaqué. Ce qui s'est passé le 7 octobre, ça relève au mieux des Einsatzgruppen et probablement pire. Ce sont des massacres qui plus est planifiés avec une négation de l'être de l'autre, une négation de l'humanité de l'autre, qui fait que toutes celles et tous ceux qui ont une idée de l'humain, de la démocratie, ne peuvent qu'être du côté d'Israël. Alors estimez-vous, par rapport à la position d'Emmanuel Macron, quelle est ta géométrie variable dans cette guerre entre le Hamas et Israël ? Je ne sais pas pourquoi vous dites à géométrie variable. Il a toujours dit et réaffirmé qu'Israël est dans le droit, et je dirais même l'obligation, de se défendre, de faire en sorte que le Hamas ne puisse plus menacer les citoyens israéliens, ne puisse plus menacer la sérénité et la sécurité de la société israélienne. Voilà. Il n'y a pas de changement de pied de la vision de la France. Est-ce qu'une position du « en même temps » est tenable ? Je ne sais pas, il faudrait demander à Paul Ricoeur. Donc, 3 jours après l'attaque terroriste du Hamas, vous avez déclaré dans le journal La Croix « Israël doit penser au jour d'après ». Ce jour d'après, quel est-il et quand viendra-t-il ? C'est un concept militaire. Vous ne pouvez pas faire un combat si vous n'envisagez pas la suite, comment va se dénouer le conflit. Or, après un conflit, il y a la paix, toujours. Avec qui vous faites la paix ? C'est la grande question qu'il faut poser. Avec qui les Israéliens vont faire la paix ? Avec le Hamas, c'est pas possible. Là, ça atteint des niveaux d'inhumanité qui font que c'est impossible. Donc il faut qu'une autre génération de Palestiniens émerge. Dans ceux qu'on connaît, il y aurait ce Dahlan, qui est en ce moment réfugié aux Émirats Arabes Unis, qui avait mis en place les premiers projets en 93 après Oslo, dans ce qu'on avait appelé à l'époque Jéricho d'abord. On dit, et après il y avait 3 terrains A, B, C, 3 zones, on commence à faire ça, et puis on fera ça après, puis après on finira. Peu importe si le process s'est arrêté, ce qui compte, c'est qu'il y avait la possibilité de parler. Et d'ailleurs, s'il s'est réfugié à Abu Dhabi,
c'est qu'il était menacé de mort par le Hamas. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette idéologie mortifère. Le jour d'après, c'est penser à la paix. C'est toujours avoir comme vision la paix. Même quand vous faites la guerre, vous avez comme vision la paix. C'est pas possible autrement. Sinon, quand est-ce que vous arrêtez? Il faut avoir un objectif. L'objectif d'Israël actuellement, c'est d'abord récupérer les otages. C'est leur priorité absolue. Ensuite, faire en sorte de protéger leur population et que le Hamas ne puisse plus jamais leur nuire. Et ensuite, établir les conditions d'une paix sereine entre Israël et les Palestiniens pour que le futur puisse éclore. Mais donc dans cet ordre-là. Mais ce qui n'est pas advenu jusqu'à présent, comment cela peut-il être possible? Parce qu'il faut entendre, il faut encore entendre aujourd'hui ce vers d'Hölderlin qui dit « Là où croit le chaos, croit aussi ce qui sauve ». C'est dans un temps de crise comme celui-ci que va croître ce qui sauve, c'est-à-dire le sentiment d'urgence qu'il faut faire quelque chose. Il n'y a que la paix qui peut assurer la sécurité globale de la région. Est-ce que cette paix, elle passe par deux États? Écoutez, Israël a construit un mur qui a fait diminuer de 98% les attentats. Certains s'en sont offusqués. Moi, je vous dis, un mur qui protège des attentats, il faut le faire. Mais un mur, c'est une limite. Une limite, c'est une frontière. Une frontière, c'est qu'il y a un État. Donc, il y a déjà l'amorce de ce que serait une frontière. Aujourd'hui, est-ce que vous appelez un cessez-le-feu à Gaza? Moi, je suis qui pour appeler un cessez-le-feu à Gaza? Les Israéliens ont un but de guerre. Je sais qu'ils déploient tout ce qui est possible pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégâts sur les civils, le moins possible. Maintenant, cette population civile de Gaza est victime du Hamas, qui l'utilise comme bouclier humain, qui lui interdit de partir, qui l'empêche physiquement de partir, et qui, par exemple, n'ouvre pas ces 800 km de tunnels, 800 km de tunnels pour abriter la population civile de Gaza. Les tunnels sont exclusivement réservés à ces forces combattantes. Parfait. Mais c'est un choix du Hamas assumé de ne pas se préoccuper de la population civile. Mais la libération des otages ne peut se faire sans trêve, ça en conviendrait. J'en conviens pas. La première otage a été libérée par les forces israéliennes, qui ont encore essayé récemment une autre opération. Que ça marche ou pas, c'est pas la question. Je trouve que la première a marché. Je pense que aujourd'hui, l'obsession des Israéliens, c'est les otages. On ne peut pas le mesurer en France. On ne peut pas. En France, on a un nombre d'otages. En Israël, ils ont des visages, des noms, des histoires, des voisins, des amis, de la famille. Et donc, c'est une obsession collective. Donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour récupérer ces otages. Et ces enfants, ces femmes palestiniens qui meurent chaque jour, ils ont aussi des noms, des visages. Pas que les enfants, les femmes, les hommes, les personnes, toute cette population qui est sacrifiée, je veux dire... Elle est sacrifiée par qui? Par le Hamas, vous avez raison. En tous les cas, ils meurent. Elle est sacrifiée par le Hamas. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui se fait agresser avec la violence, la barbarie de ce qu'a subi Israël, il doit protéger sa population. Alors, évidemment, il y a ce qu'on appelle des dégâts collatéraux insupportables. Personne ne pourra vous dire la guerre, c'est joli et c'est beau. Il n'y a que la vision romantique de la guerre, sauf qu'aujourd'hui, la guerre se fait sous les images des téléphones portables. Ça veut dire au vu et au su de tout. Ce qui veut dire, c'est pas joli, c'est pas agréable. Donc, il faut juste considérer qu'il y a une situation insupportable pour Israël. Israël la règle en faisant en sorte que le Hamas ne puisse punir. Hier, ils ont trouvé 250 missiles prêts à l'emploi. 250, après plus d'un mois de guerre. C'est que l'outil de harcèlement d'Israël, du Hamas, est encore dans la capacité de faire mal. Donc Israël est dans l'obsession, je vous dis au-delà des otages, d'assurer sa sécurité. Vous continuez à avoir des relations avec les représentants de la communauté musulmane en France? Oui, avec toutes les communautés. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je crois qu'avoir une relation avec quelqu'un, c'est pas être toujours d'accord avec lui, mais il faut comprendre les impératifs des uns des autres, et notamment avoir assez d'empathie pour comprendre sa souffrance. Je l'entends, moi j'accepte la subjectivité pour tel ou pour tel.
Après, on peut ne pas la partager, évidemment, mais personne ne peut reprocher à quelqu'un de se sentir concerné par les morts des uns ou des autres. D'ailleurs, je suis surpris que vous me posiez la question. Vous avez raison de la poser sur Gaza, mais vous ne m'avez pas posé la question sur le Soudan. Pourquoi? Parce que vous estimez que le Soudan, je ne suis pas responsable, donc vous estimez qu'Israël, je suis responsable. Pourquoi? C'est Makipa qui vous fait dire que je suis responsable pour Israël. Vous aurez pu me poser la question sur, par exemple, ce qui se passe au Darfour, ce qui se passe au Kivu, en Afrique. Vous aurez pu me poser la question pour ce qui se passe partout dans le monde. Vous aurez pu me poser la question pour les centaines de milliers de morts qu'a fait Bachar al-Assad en Syrie. Vous ne m'avez pas demandé, donc je ne peux pas vous répondre. Mais vous avez sans doute pensé qu'avec Israël, j'étais plus responsable. Je ne sais pas de quoi vous m'estimez responsable, mais je vous dis simplement, si on analyse les faits, partout dans le monde, et encore on n'a pas parlé du Yémen, ce qui se passe entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, où c'est quand même assez tendu, même si ça s'est un peu calmé. Donc, et encore, vous savez, on n'a pas du tout parlé, ni vous ni moi, de l'Ukraine. Comme si c'était par perte et profit de l'intérêt du monde. Qu'en fait, on est dans un monde où la violence existe, et à un moment, il faut être capable de faire le travail. C'est-à-dire que on ne peut pas être cohérent, nous, ici, disons, en Occident, dans une démocratie, en disant il faut donner des armes à l'Ukraine pour les aider à se défendre, mais interdire à Israël de se défendre. Si vous arrivez à trouver comment régler cette équation, je veux bien. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé.